écoutez, Le grain de poivre. On va faire un petit peu de science-fiction. Nous sommes le 1er, 2 et 3 décembre 2117 et nous avons affaire aux rencontres de Cannes, à ceci près qu'à la place de la tribune, nous avons des algorithmes pleins d'intelligence artificielle qui sont en train de débattre. Imaginons un peu ce que ça peut devenir. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Les arguments pourraient être échangés. Mais si on prend vraiment au sérieux ce scénario, non seulement il faudrait que la tribune soit composée d'intelligence artificielle, mais il faudrait que le public aussi soit composé d'intelligence artificielle. Et je doute que le public soit aussi patient, soit aussi intéressé, soit aussi réactif, soit aussi peut-être aussi irrationnel dans sa manière de poser des questions, d'injonctions, d'applaudir. Non. Voilà. Donc ce scénario, probablement, n'arrivera jamais. En tout cas, ce sera la fin des rencontres de Cannes. Ou alors, en 2117, ce sera le transhumanisme, nous serons tous immortels et nous pourrons effectivement continuer à être présents, mais exactement dans les mêmes conditions et avec autant de plaisir. Tout ça pour dire que ces questions nous plongent dans l'analyse d'un certain nombre de scénarios. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant dans le débat, je le vois de l'extérieur et j'étais vraiment très intéressé par vos remarques et vos échanges, vos arguments, c'est que j'ai essayé de faire en fait l'inventaire des types de scénarios que vous avez mobilisés dans cette manière d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ces débats. Quels sont les types de scénarios disponibles ? Alors, sous réserve d'inventaire, hein, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a, je crois, 4. Le premier, c'est l'idée d'un progrès. Formidable, tout va bien. On ne l'a pas beaucoup entendu. On ne l'a pas beaucoup entendu, même si, dans chacune des propositions, c'est-à-dire, oui, mais je ne suis pas pessimiste. Bon, mais quand même, grosso modo, c'est le pessimisme qui gagne. Alors, attention, ça c'est un point important, c'est que le pessimisme gagne parce que le pessimisme nous permet de réfléchir. Si on est optimiste, il n'y a aucune raison de réfléchir. Voilà. Il n'y a aucune raison de se poser des questions. Donc, c'est le pessimisme, qui n'est pas forcément un pessimisme radical, qui nous permet de poser les questions. Je veux dire, le pessimisme a une forme d'autorité, parce qu'il nous permet de voir que les réalités sont complexes, de chercher, de creuser. Mais ce n'est pas un pessimisme total. Vous l'avez bien remarqué, de tous les intervenants, ils ne sont pas dans une vision totalement catastrophiste, avec des degrés quand même. Premier scénario, le progrès, on l'évacue, il nous rend idiots. Deuxième scénario, le pessimisme, mais c'est un pessimisme qui peut lui-même avoir deux analyses. Première analyse, c'est la théorie du complot, qui consiste à dire ces GAFAM, ils sont vraiment très méchants, ils nous maîtrisent. Ça a été un peu évoqué parfois, mais toujours à distance. Toujours à distance. Le complot, on sait que ce n'est pas une bonne clé d'explication, parce que le complot, ça marche à tous les coups, ça suppose des mauvaises intentions. À la limite, presque, d'ailleurs, le complot, ce serait la bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un dans l'ombre, disons grosso modo la CIA, les francs-maçons, les juifs, les extraterrestres, tout réunis, qui ourdit dans l'ombre un projet et qui a un plan. Et ça serait formidable, parce qu'il y a encore des gens qui ont de la maîtrise. Non, nous sommes des gens profondément réfléchis, donc ce n'est pas le complot, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus inquiétant. C'est un procès sans sujet, c'est-à-dire une sorte de mécanique qui nous échappe, un processus qui nous échappe, où on a le sentiment qu'effectivement, tous les éléments, toutes les innovations que nous avons produites, nous autres humains, nous autres modernes, eh bien, s'engagent dans un processus que plus personne ne maîtrise, même les forces obscures. C'est le schéma classique d'ailleurs de la modernité, c'est la critique de la technique. Et ça, c'est pas du tout nouveau. D'une certaine façon, l'idéologie démocratique ou moderne, à partir du moment où l'homme se pose en maître et possesseur de la nature, c'est de se dire que toutes ces créatures vont lui échapper. C'est-à-dire un vieux mythe, hein, c'est le mythe de l'apprenti sorcier, réactivé au début du XIXe siècle par le mythe de Frankenstein, qui était lui-même une sorte de lecture critique de la Révolution française, c'est-à-dire l'idée d'une révolution politique qui allait échapper au nom de l'humanité aux humains. La guerre de 14 a été aussi cet élément, c'est-à-dire les gens se battaient avec une formidable intelligence, innovation technologique, des moyens démultipliés, mais personne ne savait pourquoi ils se battaient. Quelles sont les causes de la guerre de 14 ? Très troublant. Quelles sont les motivations ?
C'est très troublant. Les historiens se creusent encore la tête pour savoir comment un mécanisme purement automatique, presque, a pu causer cette déflagration humaine. Donc ça, c'est le troisième scénario, une sorte de procès sans sujet, qui marche aussi pour la finance. Débauche de moyens, mais on ne sait plus pour quelle fin. De plus en plus de moyens, de plus en plus d'intelligence dans les moyens, mais un oubli total des finalités. Pourquoi est-ce qu'on veut des points de croissance ? Pourquoi est-ce qu'on veut de la puissance économique ? Pourquoi est-ce qu'on veut de l'innovation technologique ? Il en faut toujours plus. Pourquoi faire ? On ne sait plus. Puis le quatrième scénario, c'est celui qui émerge au fond, qui est un scénario de la nuance, qui consiste à dire qu'effectivement ces innovations, pour les penser, nous devons être pessimistes et inquiets, mais que si on veut vraiment les penser, il ne faut pas être angoissé. Et il faut envisager le scénario de la reprise de maîtrise. Face à ce scénario qui semble ne plus en avoir, il faut reprendre de la maîtrise. Retrouver effectivement cette logique que Jean-Michel Ganassi a énoncée, c'est-à-dire du partenariat. L'intelligence artificielle, nous vivons avec, déjà, depuis longtemps. Les algorithmes, nous vivons avec. D'une certaine manière, si nous prenons un regard objectif sur notre actualité, les choses vont formidablement bien dans tous les secteurs de notre existence. Nous sommes en meilleure santé, nous vivons plus longtemps. La guerre, pour ce qui est de nos pays, s'est éloignée, même s'il y a du terrorisme. Mais le terrorisme, ce n'est pas la guerre. La sécurité, formidable. Je rappelle ce chiffre très symbolique sur le fait que le nombre d'homicides en France n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire de la France. Il est environ 700, attentats compris. Et si vous enlevez Marseille et la Corse, vous arrivez à un chiffre exceptionnel. Et donc, on est dans une situation, du point de vue de la sécurité, formidable. Pourtant, nous avons peur. Pourtant, nous sommes inquiets. Au fond, ce qui se cache derrière cette inquiétude, c'est peut-être une question, et en effet, question philosophique très profonde, c'est que nous avons le sentiment, dans ce processus sans sujet, dans ce monde que nous avons du mal à comprendre, que cela même qui nous nourrit profondément, c'est-à-dire que cette quête de l'humain, eh bien, nous ne savons plus tellement comment la résoudre, comment la traiter. Qu'est-ce que l'homme ? C'est au fond la question qui se pose dans toutes ces questions. Qu'est-ce que l'homme ? C'est la vieille question philosophique. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la liberté ? Nous avons le sentiment que ces machines, ces hommes, ces machines, d'une certaine façon, transforment ces hommes que nous sommes en moins humains. Donc nous devenons, nous autres humains, moins humains, et ces machines deviennent de plus en plus humaines. Donc c'est la thèse du grand remplacement. Face à cette question, il faut refaire un petit peu de philosophie. C'est vrai que la question tout à l'heure y incitait. Cette vieille question, qu'est-ce que l'homme ? C'est la question même de la philosophie. On peut faire un petit inventaire, mais vraiment rapide, des réponses qui ont été apportées à cette question. La solution la plus pratique et la plus ancienne, ça a été de dire, finalement, la clé de l'humain ne se trouve pas dans l'homme, elle se trouve à l'extérieur de l'homme. Et pour la régler, on va faire référence à une autorité ou une entité supérieure. La première entité, c'est le passé, c'est-à-dire l'idée que l'homme va se définir par son appartenance à un lignage. C'est comme ça qu'on se définissait, qu'on se présentait jadis. Je suis le fils ou la fille de. Voilà. C'était la question de l'identité était réglée. C'était par rapport à un passé que l'homme se définissait. Deuxième solution, on va penser une nature harmonieuse, belle, juste et bonne, un cosmos, comme disaient les anciens, et on va dire l'homme occupe une place particulière dans cette nature, quelque part entre les animaux et les dieux. Donc là, c'est un peu bizarre, mais une place réelle. Et l'homme, c'est ça, c'est une place dans le cosmos. Et puis, troisième solution, on va se référer à une entité supérieure, transcendante, on va dire finalement l'homme, c'est une créature de Dieu. Voilà. Trois réponses très simples. Mais vous voyez qu'à chaque fois, la clé de l'homme se situe ailleurs qu'en l'homme. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a un moment où ces trois entités extérieures se sont un peu effondrées. Le passé, il fallait en faire table rase. Le cosmos n'était plus si cosmos que ça, puisqu'il devenait incertain, troublé, sans ordre, sans centre, sans périphérie. Et puis, la religion était devenue elle-même problématique, fauteuse de troubles. Et donc, il a fallu arriver à quelque chose d'extrêmement étonnant, c'est qu'il fallait trouver en l'homme la clé de l'homme. Il fallait que l'homme puisse se justifier et se définir lui-même. Et c'est la querelle moderne de l'humain. Cette querelle moderne de l'humain, elle se situe dans un conflit toujours présent et extrêmement complexe et difficile entre deux réponses.
À partir du moment où on demande à l'homme de définir ce qu'est l'homme, il peut se définir, première attitude, comme sa nature. C'est l'idée spontanée. Pour comprendre l'homme, on va regarder un homme, voilà, et puis on va le diviser en morceaux, on va essayer de le comprendre, ça va se faire pour les corps, pour les passions, peut-être pour les gènes, et on va essayer de le découper pour essayer de comprendre le secret de l'homme. C'est l'analyse rationnelle. Quand on veut comprendre quelque chose, on découpe. Vous voyez le problème? Quand on a bien découpé un homme, on a des morceaux d'homme, mais on n'a plus forcément l'homme. Et ça, c'est un trait, effectivement, de la logique rationnelle moderne, formidable, puisqu'il nous permet de comprendre plein de choses, mais avec un risque étonnant de la fragmentation. L'homme nous échappe à force de le découper. Et l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. On essaye de dire, voilà, on va comprendre, comme on le disait tout à l'heure très bien, l'intelligence de l'homme en découpant les facultés cognitives. Et puis on arrivera à trouver ce qu'est la définition de l'homme. Oui, mais il y a quelque chose qui échappe. Alors ce quelque chose qui échappe, c'est la deuxième thèse. Une thèse qui est, elle aussi, problématique, qui consiste à dire que l'homme ne se définit pas par sa nature ou sa matière, mais il se définit par ce qui n'est pas la nature, ce qui n'est pas la matière, c'est-à-dire exactement la liberté. L'homme se définit par sa liberté. Ce qui est une définition très intéressante, un petit peu irrationnelle et spontanée. Nous pensons libres. Voilà le conflit moderne, de deux définitions qui s'affrontent. Le problème de la définition par la liberté, c'est que, précisément, elle échappe un peu à la raison. Parce qu'il y a un petit saut métaphysique, un petit saut dans cette affaire. On parle des libertés. Et ce saut, c'est peut-être Spinoza qui l'a bien exprimé, on l'a dit tout à l'heure. Il a un très bel exemple. Il a une phrase où il dit « les hommes se croient libres ». Et c'est une illusion. L'exemple qu'il prend est classique. Vous jetez une pierre. Cette pierre, donc, a un mouvement. Donnez d'un seul coup à cette pierre la conscience d'elle-même. Cette pierre prend d'un coup la conscience d'elle-même. Elle se dit « mais tiens, je suis en train de bouger. C'est moi qui veux bouger ». Et donc, elle a l'illusion qu'elle est libre, parce que précisément, elle ne voit pas qu'elle est déterminée, que quelqu'un l'a lancée. Donc nous sommes tous, nous autres humains, cette pierre qui d'un seul coup avons la conscience de nous-mêmes et qui croyons être libres alors que nous sommes déterminés. D'où la définition de la liberté pour Spinoza. La liberté, c'est l'intelligence de la nécessité. C'est-à-dire il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas libres. Et c'est peut-être ça la liberté humaine. La liberté humaine, c'est la compréhension de notre non-liberté, de notre détermination. Alors c'est une vision très puissante, une critique très forte, mais qui a un petit inconvénient, et moi je ne suis pas spinoziste. Pourquoi elle a un petit inconvénient? Parce que vous voyez que l'inconvénient, c'est que tous les hommes croient être libres. Mais qui dit ça? Spinoza. Spinoza est-il un homme? Eh oui. Et donc, comment Spinoza peut-il être à la fois un homme qui est dans l'illusion et ne pas être un homme qui est dans la critique de l'illusion? Alors, c'est un vieil argument, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est l'argument par ce qu'on appelle l'argument par la contradiction performative. Je prends encore 2 minutes pour l'expliquer. Oui, non, mais aucun problème. C'est un argument que je trouve très intelligent et très, très puissant contre Spinoza, ce qui est la raison pour laquelle je ne suis pas spinoziste, même si je trouve que Spinoza est évidemment très profond. Contradiction performative, ça veut dire quoi? Il y a en logique plusieurs types de contradictions. Il y a la contradiction sémantique. Si je dis par exemple « ce cercle est carré », c'est une contradiction dans le sens même de la formule. Il y a des contradictions syntaxiques. Si je dis « tous les hommes sont mortels, or je suis parisien, donc les oiseaux chantent », chaque proposition peut être vraie, mais le problème, c'est l'articulation entre les propositions. Ça, c'est une contradiction syntaxique entre les différentes propositions. Ça, la logique classique connaît ça par cœur. Mais il y a une troisième forme de contradiction qui est, elle, beaucoup plus intéressante, qui est formulée par la proposition suivante. J'étais dans un bateau qui a fait naufrage, il n'y a pas eu de survivants. Alors, vous voyez, c'est pour un logicien très troublant, parce que c'est une proposition qui est vraie, potentiellement. Le seul problème, c'est que c'est moi qui l'énonce. Et donc, c'est une contradiction entre le contenu de l'énoncé de la phrase et les conditions de l'énoncé. Le fait que ce soit moi.
Eh bien, c'est un peu ça le problème pour la liberté. Il y a un certain nombre de propositions qu'un être humain, normalement constitué, ne peut pas énoncer. Si je vous dis comme ça, mesdames et messieurs, je n'existe pas. Contradiction performative. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est précisément le fait que j'existe. Peut-être qu'en réalité, je n'existe pas. Tout à fait possible. Peut-être que vous n'existez pas, je suis en train de rêver. Mais si je dis « je n'existe pas » à un public, ma proposition n'a aucun sens. Même si je dis d'ailleurs « mesdames et messieurs, tout ce que je vais dire sera faux ». Mesdames et messieurs, je n'ai aucune prétention à la vérité. Cette proposition, c'est une contradiction performative. Eh bien, la proposition « je ne suis pas libre », c'est une contradiction performative. Pourquoi? Parce qu'en même temps que j'affirme quelque chose, j'affirme ma liberté. Ça ne veut pas dire que je sois réellement libre. Ça, j'en sais rien. Peut-être que Spinoza a raison. Mais pour que Spinoza a raison, il faudrait que Spinoza puisse sortir de lui, prendre le point de vue de Dieu, regarder Spinoza et dire « Spinoza est une pierre ». Or, si Spinoza fait ça, il n'est plus Spinoza, il est une pierre. Et c'est quelque chose qui est impensable pour lui. C'est pour ça que la liberté, métaphysiquement, est absolument indispensable. C'est toujours ce petit moment qui est la seule condition pour donner sens à notre discours. Eh bien, ce petit moment-là, mon pari, il est peut-être métaphysique, c'est que l'intelligence artificielle ne parviendra jamais à le remplir. Ou plus exactement, si l'intelligence artificielle, je veux bien qu'elle puisse, mais il faut qu'elle me le montre. La charge de la preuve est de son côté. En attendant, 2117, nous sommes libres et l'intelligence artificielle est plutôt bête. Merci.